Bonjour Madame Assoul. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Je suis là à Alger, puis j'ai eu le plaisir et l'occasion de vous rencontrer. Donc j'ai sauté pieds joints dessus. Alors je suis là aujourd'hui, puis vous avez eu l'amabilité et la gentillesse de me recevoir. Vous êtes une militante depuis longtemps quand même. Et vous êtes au cœur de l'action, au cœur de ce qui se passe. Je vais mettre un micro, ça va être plus simple pour vous de parler. Et voilà, donc j'aimerais vous écouter, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qu'il en est par rapport au Hirak, à Alger, comment ça se passe. Merci beaucoup. D'abord, bienvenue, parce que tous nos compatriotes, là où ils se trouvent à l'étranger, sont les bienvenus, parce qu'on sent qu'ils sont le prolongement de ce que nous faisons. Et donc, bienvenue. La deuxième des choses, aujourd'hui, en Algérie, il s'est passé quelque chose de très important. C'est cette révolution pacifique. Cette révolution est pour moi une chance inouïe. Pour l'Algérie, pour les Algériens, parce que depuis fort longtemps, depuis quand même l'indépendance, on n'a jamais vu le peuple sortir aussi massivement dans toutes les régions du pays, mais aussi de la part de nos compatriotes résidant à l'étranger. Et vous en faites partie, les gens qui habitent le Canada, que ce soit Montréal ou une autre ville. Ça veut dire que vraiment, c'est une chance où les Algériens, enfin, sont sortis ensemble, continuent à sortir ensemble, mais aussi pour réclamer des changements politiques. C'est la première fois que les Algériens se mettent d'accord pour revendiquer des changements et une rupture avec le système en place. C'est excellent. Cette révolution, moi je l'ai toujours appelée révolution parce qu'elle a toutes les caractéristiques d'une révolution. J'aime pas beaucoup le harak, même si les gens, pour faire vite et bref, l'ont adopté comme concept du harak, parce que le harak pour moi est plutôt limité dans le temps et dans l'espace, ce qui n'est pas le cas de cette révolution. Pourquoi je dis révolution? Parce qu'elle a touché tous les âges, toutes les catégories de la société, mais aussi les femmes et les hommes. Parce que moi, je crois qu'on ne peut pas faire de changement si l'ensemble des citoyens que nous sommes, femmes et hommes, restons mobilisés et nous engageons à ce qu'il y ait ce changement, à ce qu'on puisse le concrétiser sur le terrain. Et ça, c'est fait. C'est génial. La diaspora, où on va parler des Algériens qui résident à l'étranger, ont été au rendez-vous. Et je voudrais leur rendre hommage. Et les Algériens qui habitent le Canada font partie. Ils ont fait un travail extraordinaire. Il y a des jeunes qui ont fait même des caravanes. Il y a des intellectuels qui sont maintenant engagés. C'est extraordinaire, c'est très bien. Bravo, il faut continuer. Maintenant, bien sûr, comme vous le savez, une révolution, il y a le côté révolutionnaire, mais aussi le côté manifestation pacifique qui continue depuis bientôt un an, puisque le 22 février, Inch'Allah, on va fêter l'an premier de la révolution pacifique, ou la révolution du sourire, premier anniversaire. On va souffler notre première bougie de cette révolution, mais encore, pour moi, c'est une dynamique qui s'est enclenchée depuis le 22 février 2019 et qui va nous emmener, Inch'Allah, vers le changement durable. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique nouvelle où le citoyen est sorti de son mutisme, est sorti de son côté passif, passif, de ne pas s'engager en politique, c'est important que les Algériens restent engagés politiquement de manière à ce que l'Algérien et l'Algérienne deviennent des acteurs dans le devenir de ce pays et le devenir du peuple algérien en entier. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire, moi personnellement, après tant de mois de mobilisation, j'ai appelé à ce que cette fantastique révolution se concrétise sur le terrain
en s'organisant pour aller vers les débats de fond qui nous intéressent. Parce qu'en fait, le changement, ce n'est pas uniquement changer un président ou un gouvernement. C'est important qu'il y ait un bon président. C'est important qu'il y ait un gouvernement de compétences. C'est important qu'il y ait des dirigeants avec une nouvelle vision. Mais ce qui est mieux, à mon avis, c'est que tous les Algériens, tout le peuple algérien s'inscrivent justement dans le changement de comportement, le changement d'attitude, le changement de voir les choses et de penser, mais surtout le changement d'être acteur et de ne plus être spectateur de ce qui se passe dans notre pays. Et là, ce travail-là va se faire quand on va passer au débat, aux rencontres débats, à libérer l'université algérienne de manière à ce qu'on puisse organiser des rencontres débats avec tout le monde et sur toutes les thématiques sans aucun tabou, n'est-ce pas? Et en plus, imaginez ensemble comment pouvons-nous ou devons-nous faire de notre pays un pays puissance, parce qu'il a tout pour cela. Nous avons un territoire immense qui fait presque un continent. Nous avons une jeunesse, nous avons une population dont 70% ont moins de 35 ans. Nous avons des universités, nous avons entre 200 et 300 000 diplômés universitaires qui sortent chaque année de l'université. Nous avons des richesses, celles connues et d'autres non connues encore. Donc on a tout pour devenir un pays, non seulement un pays développé, mais un pays puissance dans la région qui peut s'imposer économiquement. Donc cela, bien sûr, ça demande un travail de fond. Ce n'est pas que les manifestations qui vont régler cela. C'est pour ça que je dis, cette révolution, c'est le début d'une très très belle dynamique, c'est le début d'une vraie révolution de changement qui doit s'inscrire dans la durée. Donc, voilà. Justement. Donc, on parlait du premier anniversaire de la révolution. Pour vous, c'est quoi? C'est bientôt le 22 février. Oui. Si on se retourne derrière, واش حققنا واش درنا وين لحقنا واش مازال نديروا est-ce que le chemin est long pour vous? Vous êtes au cœur. Moi j'ai la chance de venir ici rendre visite à ma famille, puis j'ai sauté sur l'occasion, je viens vous voir, donc je viens prendre le pouls auprès de vous qui êtes au cœur. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que c'est encore long d'après vous? D'abord, on va commencer par ce qu'on a réalisé. Je sais que j'ai posé beaucoup de questions. Oui. On a réalisé quelque chose de formidable. C'est cette conscience collective, cette prise de conscience collective. On a gagné cette action et cette mobilisation citoyenne collective. C'est pas rien. On a cassé le tabou de la peur. Aujourd'hui, les Algériens n'ont plus peur. Aujourd'hui, les Algériens continuent à sortir et sortent pour exprimer haut et fort ses préoccupations, ses revendications, mais aussi ses rêves pour l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas le négliger ni dire que c'est rien du tout. On a gagné aussi, c'est qu'on a arrêté un 5e mandat. C'est pas rien, madame. Le 5e mandat, croyez-moi, moi qui suis sur le terrain, moi qui suis une politique, moi qui suis puisqu'on a été parmi les premières personnes qui étaient sorties contre le 5e mandat dans le mouvement Mouatana, la citoyenneté, on est sorti en août 2018. On est sorti en septembre 2018 à Constantine, à Béjaïa, à Alger. On a été embarqués, mais on n'a pas désespéré. On a continué. On avait foi. On avait confiance en ce peuple. Et on savait que le peuple allait sortir pour rejeter, encore une fois, ce 5e mandat qui aurait pu emmener le pays vers un vrai désastre. Déjà que le 4e mandat, nous qui sommes des politiques, on avait dénoncé le 4e mandat. On avait dit que le 4e mandat était un mandat de trop. Même le 3e mandat était de trop par rapport à la Constitution, mais le 4e mandat, c'était donner le pouvoir à un pouvoir occulte, un pouvoir qui n'était pas identifié, un pouvoir qui ne répondait d'aucune responsabilité devant le peuple.
Et c'est un pouvoir occulte pendant un 4e mandat. Ça, nous l'avons dénoncé. Mais par la suite, on avait peur que l'ordre établi en Algérie puisse encore nous imposer, comme il avait imposé le 4e mandat, un 5e mandat. Donc on a pris nos responsabilités et on est sorti. On est sorti un 10 août 2018, on a dit les premières pancartes contre le 5e mandat, c'était Moatana. Et on était un groupe de politiques à la fois, mais de militants qui avons dit non au 5e mandat. Donc on a gagné quand même, on a barré la route au 5e mandat, cette révolution. C'est un grand acquis. En plus, ensuite, on a quand même mis à nu ce système politique qui était basé sur la corruption comme mode de fonctionnement, mais aussi la prédation de toutes les richesses du pays. On avait des prédateurs dans ce pouvoir-là. On a mis à nu la mauvaise gouvernance. On a mis à nu l'arbitraire. On a mis à nu, justement, le pouvoir occulte. On a mis à nu un pouvoir, disons, qui a marginalisé et exclu toutes les compétences nationales, qu'elles se trouvent à l'étranger ou même celles qui se trouvent en Algérie. Donc, on a mis à nu tout cela. Ce n'est pas rien. Mais en plus, on a ouvert la perspective à ce qu'on fasse une réelle rupture avec ce système. C'est pas rien. Croyez-moi, c'est un grand acquis. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, de toutes les manières, quand vous parliez des prédateurs et de la corruption, ceux qui disent, de toute façon, c'était deux clans, ils se sont bagarrés, et puis le Hirak lui-même, c'est pas... On a entendu ça dans la rue. Hein? Oui, on l'entend. Peu importe. De toute façon, ces deux clans font et puis... Même si c'est le cas, okay. Même si c'est le cas, il y a un peu de vérité dans cela. Il y a un peu de vérité, puisque moi, personnellement, je dis il faudrait d'abord que la justice soit indépendante, totalement indépendante, pour que la justice puisse faire son travail dans la sérénité et en total, mais alors retrait par rapport aux politiques. C'est-à-dire que le président ou qui que ce soit, la justice ne doit pas travailler sur injonction de qui que ce soit. Je l'ai dit, je le répète. Mais quand bien même ça serait un règlement de compte de clan, en tout cas, ces gens-là, certains sont en prison par rapport à cela. Ces gens-là, ils n'ont plus aucune chance de revenir sur la scène politique. Ce n'est pas rien. C'est quand même des gens qui avaient derrière eux des clans, des réseaux, même si leur réseau existe encore, mais n'empêche que beaucoup de gens, personne ne pouvait deviner que l'ancien Premier ministre, Ahmed Yahya ou Sellal, allait être en prison, et voire d'autres. Il y en a beaucoup, avec des noms, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Moi, je pense qu'il doit y avoir encore d'autres dossiers beaucoup plus importants. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce n'est pas parce que ces gens-là sont en prison que ça y est, le système est parti. Non, le système ne peut pas partir du jour au lendemain. Certains symboles du système sont tombés, oui, mais le système, il a ces tentacules qui sont partout et dans tous les secteurs. Et c'est pour ça que c'est un bon début, mais ce n'est pas tout. Donc, quelle que soit la situation, ils se règlent les comptes entre eux. Mais en tout cas, nous, en tant que citoyens, en tant que militants qui militons depuis des années contre la corruption, contre le système opaque, contre le manque de transparence dans la gestion, contre la mauvaise gouvernance, eh ben, on est content quand même que des choses pareilles se passent, même si, moi, je fais partie de gens qui disent que la justice ne doit pas travailler sur injonction, elle doit travailler dans la sérénité et regarder réellement ce qu'il y a dans les dossiers, dans toute l'objectivité possible et l'application stricte de la loi, sans regarder ce qui se passe en dehors de la loi et du dossier. Voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez combien on a fait de chemin. Ce qui reste à faire est beaucoup plus important que ce qui a été réalisé, bien évidemment. Parce que comme je vous ai dit, le changement, ce n'est pas uniquement un président qui peut assurer le changement. C'est important d'avoir un président élu légitimement, un président
qui dispose de la légitimité populaire, un gouvernement de compétences vraiment qui va se atteler à développer le pays, à moderniser le pays, mais aussi à mettre en état, un vrai État basé sur les institutions et non pas sur les personnes. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on découte totalement avec le pouvoir personnel, avec le pouvoir des clans, avec le pouvoir de l'oligarchie. Il faut qu'on aille vers un État de droit. Et ça, c'est uniquement l'État de droit qui peut garantir l'indépendance et aussi l'efficacité des institutions en place. Que les institutions ne dépendent pas d'un homme ou du président ou du chef du gouvernement, mais que les institutions puissent faire leur travail dans l'indépendance la plus totale, mais aussi dans l'efficacité pour l'intérêt des Algériens. Donc le chemin est long, bien évidemment, ça demande l'organisation des citoyens. Il faut que les citoyens s'organisent. Il faut que les citoyens reviennent à la politique, parce que la politique, ce ne sont pas les postes, ce ne sont pas que les députés, ce ne sont pas... Et puis d'abord, si on est arrivé à cette situation, c'est parce que quelque part, il faut qu'on se dise aussi des vérités entre nous, en tant que citoyens. C'est que beaucoup de nos élites ont laissé la place vide. Et du coup, la politique était entre les mains de gens opportunistes, médiocres, qui n'ont pas de culture de l'État, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêve pour l'Algérie, mais c'était devenu vraiment des gens qui gèrent leur carrière, leur devenir politique au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt de l'Algérie. C'est pas le système qui a fait ça, justement. Ah, tout à fait, tout à fait. Bien entendu, le système a toujours été basé sur le clientélisme, sur justement l'opacité, sur le manque de transparence, sur l'exclusion de la compétence, parce qu'avec les gens compétents, on ne peut pas leur imposer n'importe quoi. Et donc du coup, le système c'est qui, c'est quoi? Souvent les gens parlent de système, mais moi j'ai envie de dire, c'est quoi le système pour moi? Pour moi, le système, ce sont d'abord les règles imposées par les gens qui sont au pouvoir. Et les règles, ça commence par la Constitution. Ensuite, les lois. Ensuite, le règlement. Ça, c'est un élément du système. Le deuxième élément du système, ce sont les pratiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de belles lois. Actuellement, la Constitution actuelle, il y a beaucoup de droits et de libertés consacrés par la Constitution, mais que le pouvoir, par la suite, pervertit à la fois par des lois qui t'élimine ou te met tous les verrous d'un droit constitutionnel que la Constitution t'a donné. Il viendrait par un texte de loi pour te verrouiller ce droit-là. Donc du coup, comme le droit, je vais donner un exemple concret. Le droit à la manifestation pacifique. L'article 49 de la Constitution le garantit à tous les citoyens. Et pourtant, il y a une certaine loi sur les libertés et les réunions publiques et le droit de manifester qui date de 89, qui a été amendée en 91 à la faveur de l'époque, les années du terrorisme, et qui avait interdit à ce qu'on fasse les manifestations dans la rue et qui se sont confinés dans les espaces privés fermés et que même par la suite, ces espaces-là sont tributaires des autorisations de l'administration qui ne vous la donne pas dès que vous n'êtes pas acquise au pouvoir. Donc voilà un exemple concret. On peut avoir une belle constitution, on peut avoir des droits consacrés par la Constitution, mais le pouvoir viendrait par des lois contourner ces droits-là. Mais en plus, vous avez le troisième élément, ce sont les pratiques, mais aussi les hommes. Quand vous mettez des gens dont le souci, en fait, c'est que leur carrière politique au détriment de l'intérêt général. Donc, ils sont prêts à vendre leur âme pour rester au pouvoir. Ça aussi. Donc, si on doit changer le système, on doit changer ces trois-là. Les règles, les pratiques et les hommes. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, on dit que si on veut construire la nouvelle Algérie, la nouvelle République, il faudrait qu'on change ces lois-là, le processus constituant, donc la Constitution dans certaines dispositions pour garantir la séparation, l'équilibre des pouvoirs, garantir l'indépendance de la justice effective, mais aussi renforcer les libertés individuelles et collectives du citoyen algérien,
mais aussi créer les contre-pouvoirs pour que plus jamais un pouvoir, qui qu'il soit, ne puisse justement faire de l'arbitraire contre les citoyens que nous sommes. Donc cela, bien sûr, c'est ça qui va demander du temps, c'est ça qui va demander de la réflexion, c'est ça qui va demander l'engagement de tous et de toutes, j'insiste sur les toutes, parce que la révolution, justement, parmi les clés de réussite, il y en a deux pour moi. Le côté pacifique de cette révolution, mais aussi des femmes. La présence des femmes a été un élément de la réussite et de la pérennité de cette révolution. Mais pas que ça, parce que la femme ne doit pas uniquement participer à cette révolution et ensuite rentrer chez elle. Justement, est-ce qu'on n'a pas peur qu'il lui arrive un peu comme oui. nos ancêtres, c'est un peu trop de dire, mais les Djamilettes, toutes les Djamilettes et les autres. Ça n'arrivera pas la même chose qu'on soit sans oui. Qu'on nous dise, moi, je n'arrête pas d'attirer l'attention pour dire, aujourd'hui, si on doit inscrire l'Algérie dans un rêve collectif, dans l'Algérie nouvelle, dans l'État algérien qui est l'État de droit, nous devons tous et toutes comme citoyens nous engager. Parce que la femme, pour moi, c'est elle la clé de la modernité d'un pays. C'est elle la clé du changement dans un pays. On n'a pas vu un pays où la femme est exclue qui a émergé. C'est impossible, ça n'existe pas à travers l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'il y a eu une révolution, la femme, si elle est présente, cette révolution réussit. Nous avons, dans notre histoire la plus récente, une révolution magnifique, n'est-ce pas? Absolument. La guerre de libération. Elle a réussi parce que la femme était partie prenante, à tous les niveaux et dans tous les échelons de cette révolution populaire. Donc, la femme a participé grandement. Elle a pris les armes mineures. Elle n'était même pas majeure. Mineure. Elle a aidé la révolution, quel que soit son niveau, et dans toutes les sphères de cette révolution. Mais malheureusement, à l'indépendance, on lui a dit merci beaucoup, tu as fait ton devoir, rentre chez toi, fais des enfants et c'est bon pour toi. Quand on regarde la composante de la constituante 62-63, il n'y a pas de quoi être fier, alors que la femme devait être quand même partie prenante avec une bonne majorité dans cette assemblée constituante. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, je pense au XXIe siècle, quand on regarde les chiffres en Algérie, la femme représente 50% à peu près de la population. La femme, si on regarde les chiffres, et le chiffre est un indicateur onusien qui est pris en considération dans toutes les études sérieuses. Quand on regarde aujourd'hui les résultats de tous les cycles de l'enseignement, ce sont les filles, les femmes qui sont à la tête du peloton de la réussite. Donc, pourquoi la femme ne doit pas en politique être présente et avec force? Ce n'est pas normal, parce que tout changement passe par la politique. C'est ce que j'ai compris personnellement tardivement. Déjà, exactement. Moi, je pensais, comme tous les Algériens, que chacun de nous faisait son boulot convenablement, qu'on allait participer au changement. Mais je l'ai compris, à mes dépens, qu'il faut s'investir en politique. Parce que la politique, c'est quoi? En fait, la politique, ce n'est pas un métier. On a tous des métiers. Moi, j'ai un métier. J'ai eu un métier, j'étais magistrat. J'ai un métier, maintenant, je suis avocate. Je me lève, je vais plaider, j'ai mes dossiers, j'ai mes clients, je plaide. Mais je fais la politique pour aider mon pays, pour m'investir, donner de mon temps, de ma santé, c'est un engagement pour donner quelque chose pour la collectivité nationale. C'est ça la politique. Donc pour le sujet de la femme, moi personnellement en tout cas, on m'a déjà dit, il y a des sujets qu'il faut écarter pour l'instant. Il faut garder la ligne droite, puisque la RAC demande, parlant de beaucoup de sujets, mais entre autres les droits des femmes, ce genre de trucs. Oui. Est-ce que réellement c'est un sujet à écarter pour l'instant? Je m'en ai pour l'instant. Mais vous savez, est-ce qu'il faut l'écarter? Non, il faut rien écarter. Moi, je suis pour c'est pour ça que je vous dis la société doit s'organiser. Moi, je suis pour qu'on s'installe dans la durée
pour débattre de tous les sujets, sans aucune exclusion, mais sans exclusif, mais aussi sans tabou. Quand même, la femme est citoyenne. Quand vous regardez toutes les constitutions algériennes, depuis celle de 63, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est un principe intangible. Il existe dans toutes les constitutions. Malheureusement, on ne trouve pas cette traduction sur le terrain. Mais ça c'est la vision du pouvoir en place, mais aussi c'est la vision de certains courants conservateurs qui veulent vraiment faire de la femme un non-citoyen. Moi, je dis tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de femmes et d'hommes. Il y a des citoyens et des citoyennes. Et il faudrait qu'on assume notre citoyenneté. Pourquoi ? Parce que dans notre constitution, toujours, la femme algérienne, elle paye ses impôts au même titre que l'homme. On ne dit pas à la femme, non, puisque tu es citoyenne de 2e degré, on va te faire une défalcation de tes impôts, tu payes moins que les hommes. Non, les femmes payent leurs impôts comme les hommes, n'est-ce pas ? Est-ce que ce n'est pas une définition même du fait citoyen ? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que même la définition du citoyen, du rôle du citoyen n'est pas comprise. Oui, c'est vrai. D'être citoyen. Voilà. C'est ça, je sais que c'est un long débat, puis ça peut vrai. être le sujet d'une conférence. Tout à fait. Mais il me semble que même cette compréhension-là, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce que c'est que d'être citoyen, le rôle du citoyen. C'est vrai. Et c'est pourquoi, voilà. Et c'est pourquoi pourquoi je parle de la citoyenneté, parce que l'Algérie aujourd'hui a fait quand même de grands pas. Aujourd'hui, les filles, comme je vous ai dit, elles sont majoritaires dans les lycées, dans les universités, dans les écoles, à la santé, à la justice. On est presque 50% de femmes juges, donc on représente 50% des femmes juges. Dans le barreau, on est beaucoup plus nombreuses que les hommes. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une nouveauté, il y a des chiffres, il y a une réalité qui est là. Cette réalité, on ne peut pas continuer à l'occulter et à dire il ne se passe rien. Non, la femme doit rester dans un cliché classique et un cliché qui n'est pas du tout reluisant, qui ne reflète pas la réalité. Donc, pratico, elle est là sur elle le est là, terrain. elle existe, elle est sur le terrain. Ben, bien sûr, c'est juste parce que c'est le voilà. C'est d'abord le discours, c'est d'abord le discours et les postes de décision. C'est ça. N'est-ce pas ? Mais pour revenir à la citoyenneté, aujourd'hui en Algérie, avec ce système, la citoyenneté n'existe pas ni pour l'homme ni pour la femme. En fait, la citoyenneté n'existe pas ni pour l'homme ni pour la femme. Donc du coup, pour moi, j'ai envie de donner une définition parce que en fait, la citoyenneté, on a un problème de concept en Algérie. Les gens ne maîtrisent pas tellement les concepts. Justement, allez-y. C'est quoi votre définition Pour moi, la citoyenneté, nous sommes des Algériens nés sur ce territoire. Nous avons le territoire en commun, nous avons l'histoire commune, nous avons le présent commun et nous allons avoir l'avenir en commun. Donc tout ça, ça fait de nous sommes des citoyens. La deuxième des choses, c'est quand on est citoyen réellement, et on assume sa citoyenneté, on doit être acteur. On ne doit pas être un spectateur de ce qui se passe dans son pays. C'est ça la citoyenneté, c'est d'être acteur. Chacun se voit en tant qu'acteur dans le domaine qui est le sien. Mais en tout cas, il faut être acteur. Je vais un peu vulgariser pour être très terre à terre. Aujourd'hui, le citoyen, il est concerné par la propreté ou la saleté de son pays, n'est-ce pas ? C'est ça la citoyenneté. Si tu jettes ta poubelle, je m'excuse du terme, tes déchets ménagers, tu les jettes par la fenêtre, tu n'es pas citoyen. Tu ne peux pas être citoyen. Tu ne fais pas acte de citoyenneté. Voilà. Si tu vois qu'on casse ou qu'on démolit un arbre devant toi et tu ne réagis pas, tu n'es pas citoyen, pour aller terre à terre. Donc la citoyenneté, c'est l'engagement, c'est être concerné par ce qui se passe dans ta cité. C'est ça la citoyenneté. Et donc, à ce titre-là, nous devons tous et toutes changer de comportement. On doit être concerné par ce qui se passe dans notre quartier, dans notre ville, dans notre commune et ensuite dans notre pays. Donc c'est ça la citoyenneté. Ensuite, être citoyen, c'est trop facile de dire « Ah, le gouvernement ne vaut rien, le gouvernement n'est pas bon. » Mais toi, en tant que citoyen, qu'est-ce que tu apportes ? Je vais être encore terre à terre. Vous êtes travaillé dans une commune, dans la mairie. Si un responsable vous demande de faire quelque chose d'illégal ou de faire de l'arbitraire, si chaque citoyen
refuse de faire cela, aucun responsable ne pourrait imposer des choses illégales. Mais il faut que nous soyons une majorité. Parce que si dans un gouvernement, par exemple, on va monter un peu plus haut, si dans un gouvernement, vous avez 50% des ministres qui vont dire à un président ou à un chef du gouvernement, non, c'est pas légal, on ne peut pas faire ça. C'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Le président va limoger 50% de son gouvernement. C'est plus compliqué pour lui de le faire. Et il doit expliquer pourquoi il le fait. Par contre, si nous sommes 2 ou 3 à le dire, ça ne change rien. Il vous change et on passe. Voilà la citoyenneté. Il faut que nous soyons de là où nous sommes. Ne jamais accepter quelque chose d'illégal, ne jamais accepter l'arbitraire, ne jamais accepter des choses qui ne sont pas dans l'intérêt de la collectivité. C'est ça pour moi la citoyenneté. Absolument, absolument. Et pour revenir donc à la situation ici en Algérie, je profite de l'occasion parce que vous êtes avocate, vous suivez les détenus. Vous m'avez appris lors de notre dernier appel que les gens des détenus de Tlemcen ont été relaxés. C'est quoi l'état actuel des détenus? Combien il y en a qui sont encore détenus? Combien... Je n'ai pas le chiffre exact parce que depuis le début de cette révolution, il y en a eu à peu près autour de 400 détenus. Il y en a selon les appréciations que nous avons des juridictions de la part de nos confrères et consoeurs qui défendent les jeunes et moins jeunes du Hirak qui ont été incarcérés. Maintenant, bien sûr, depuis un moment, depuis maintenant 2 semaines, on assiste à la libération. Il y a 2 types de libération. Il y a des gens qui ont été libérés parce qu'ils ont purgé leur peine. Ça, ce n'est pas une libération politique, on va le dire. Donc, il faut classer justement les libérations. Il y a des gens qui ont été libérés alors qu'ils étaient en détention provisoire. C'est le cas, par exemple, de Khdar Bourga'a, n'est-ce pas? Parce que son dossier a été, il y a eu l'ordonnance de renvoi, il a été renvoyé devant le tribunal et le tribunal l'a relâché, a décidé de le relâcher, alors que devant le juge d'instruction, on a fait des demandes de liberté provisoire, ça a été rejeté. Il y a encore des gens qui sont en détention provisoire, c'est le cas de Karim Tabou, de Fodel Boumela, de Samir Belarbi. Non, Samir Belarbi, son affaire, il y a eu une ordonnance de renvoi, mais il est toujours en prison. Mais son audience n'a pas été fixée encore. Boumela, j'ai appris que le juge voulait en fait rendre son ordonnance de renvoi devant le tribunal, mais le parquet s'est opposé. Donc il a fait appel. Donc ça veut dire qu'il veut encore le laisser en détention. Nous avons Karim Tabou, on a plaidé pour sa liberté provisoire devant la chambre d'accusation, ça nous a été rejeté. Hier même, il y a eu la demande de liberté provisoire devant la chambre d'accusation pour Farsawi, Abdelwahab Farsawi, qui est le président de RAJ, l'association RAJ. Ça a été refusé, donc il a été maintenu en détention provisoire. Je parle de ces noms parce que c'est les noms qui sont quand même connus, qui ont un aura, qui ont participé à animer le Hirak pendant plusieurs semaines. Mais il y a étudiants, ils ont été poursuivis, ne tenaient pas la route, tout simplement. Maintenant, il reste les gens qui n'ont pas encore fait leur procès, il reste aussi les gens qui sont encore en détention. Alors, on dit à ce pouvoir, et il faut que vous soyez cohérents avec vous-même, ou vous êtes là, effectivement, pour envoyer des signes à la révolution pacifique d'apaisement et de dire, voilà, les gens ne resteront pas en prison, on est là pour faire appliquer la loi et rien que la loi. Ou alors, vous faites de la sélection et vous gagnez du temps, et je ne sais pas pourquoi ce gain de temps. Le gain de temps du pouvoir ne doit pas se faire au détriment de la liberté des autres. Voilà. Donc nous, on continue la lutte. C'est pourquoi nous disons, comme dit le Hirak, on ne peut pas concevoir une négociation ou un dialogue tant qu'il y a encore des gens qui sont en prison.
On ne peut pas continuer et parler d'un dialogue ou d'une solution de la crise tant que les médias sont fermés à l'opposition. On ne peut pas parler de dialogue ou de solution de la crise tant que les Algériens ne peuvent pas se réunir librement, tant que les étudiants ne peuvent pas organiser des conférences débats dans l'enceinte de leur université, tant que nous ne pouvons pas, tant que Alger est sous embargo et que les fourgons de police et l'interdiction de rentrer à la capitale est toujours en vigueur. Donc voilà, tout simplement. On ne peut pas aujourd'hui parler d'un dialogue serein alors que les mesures d'apaisement n'ont pas été mises en pratique par le pouvoir en place alors qu'il affiche un discours disons, d'apaisement. Donc, nous, on a envie de juger sur pièce. Faites-le sur le terrain. Vous n'avez même pas besoin d'écouter X ou de Y. Le peuple sait, il vous a demandé, vous avez entendu. Il faut le mettre en exécution et en pratique de tout ça, de toutes ces mesures d'apaisement. Et à ce moment-là, chaque chose en son temps. Si on voit que vraiment il y a une volonté politique sérieuse, etc. Je ne peux pas comprendre en tant que politique que le président puisse parler de changement de la Constitution par un groupe d'experts. La Constitution est un texte éminemment politique et il faudrait d'abord qu'il y ait un consensus politique, qu'il y ait un dialogue politique, que l'ensemble des Algériens soient d'accord sur ce qu'on doit changer dans la Constitution. Ensuite, on ramènera les techniciens pour mettre la forme de ces changements en pratique. Voilà, donc pour moi, pourquoi on met la charrue avant les bœufs? D'abord, on fait le consensus politique, ensuite on met l'habillage technique et juridique de ce projet. Donc justement, autour de moi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand en arrivant, je me suis coupée du Hirak exprès. Je voulais savoir les gens monsieur, madame, tout le monde, l'épicier, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et il y a certains, j'ai entendu des gens me dire, il y a un président, il a dit qu'il allait libérer, il est en train de libérer, il a dit on va refaire la Constitution, il l'a remise entre les mains d'experts, il est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le pays, économiquement parlant, est étranglé, ça ne va pas économiquement, ça ne va pas politiquement, les gens l'ont mis khorjou, alors qu'il y a un président qui a été élu, qu'on soit d'accord ou pas. Je reprends les propos de les gens qui me parlent. Donc, qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens? Allez, on continue. Et c'est quoi l'argument qu'on peut leur dire? Mais c'est pas fini. Il y a l'argument des détenus, vous venez de le dire. La Constitution, vous venez de le dire. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Non, on n'est pas encore. Le système est toujours en place. C'est ça. Alors, voilà. c'est quoi? Vous, avez voté. Parce que moi, ma petite expérience, je ne saurais pas quoi. Mais vous, militante que vous êtes, qu'est-ce que vous dites? Non, je leur dis tout simplement que le changement auquel aspire le peuple, ce n'est pas changer le nom du président. Chab el-Jazari est sorti, il sort depuis bientôt 1 an, pas pour changer le nom d'un président, changer le nom ou les membres du gouvernement, même si dans cela, on a quand même eu droit dans ce nouveau gouvernement à des ministres qui faisaient partie des gouvernements successifs de Bouteflika et du gouvernement de Bedoui, quand même. Ça, ce n'est pas du tout un signe de changement, n'est-ce pas? Absolument. La deuxième des choses, c'est que le système, il est toujours dans la pratique unilatérale. C'est-à-dire que le pouvoir ne veut pas comprendre que ce peuple est sorti pour dire « Je ne veux plus qu'un président décide pour moi. Je ne veux plus qu'un gouvernement décide pour moi d'en haut. Je veux participer, je veux être acteur, je veux être partie prenante. » Et cela, d'abord, les Algériens dans leur majorité, combien même on prendrait les chiffres qui ont été validés par le Conseil constitutionnel de ces élections, même si la majorité du peuple qui sort depuis bientôt 1 an a dit que c'est un coup de force de cette élection du 12 décembre. Mais, même si on prenait, même si on sait aussi que ce n'est pas la réalité des chiffres, combien même on prendrait les 30%, vous avez 70% des électeurs et des électrices qui n'ont pas voté pour ce président. Donc, il n'a pas la majorité du peuple. Donc, il ne peut pas se proclamer qu'il a une légitimité populaire. Voilà, on va dire ça d'une manière politique et respectueuse.
la réalité des choses. Maintenant, ce peuple, cette majorité, elle continue à te dire, puisque vous êtes là, vous êtes le nouveau locataire de Mouradia contre la volonté de la majorité du peuple, vous êtes là. Maintenant, nous, on va vous dire, il ne faut plus nous considérer comme vos prédécesseurs. Bouteflika aussi a fait un amendement de la Constitution, plusieurs fois même. Il en a fait en 2002, il en a fait en 2008, il en a fait en 2016. Mais est-ce que le peuple était partie prenante? Du tout. Même nous, les politiques, je peux vous dire, nous, on a participé à la concertation sur l'amendement de la Constitution. Et en tant que parti, on a proposé une Constitution entière, 195 articles. Je l'ai remise moi-même à M. Ahmed Yahya. Et j'ai dit, voilà, ce qui nous intéresse, c'est l'Algérie. Pourvu que l'Algérie puisse avancer. Voilà notre participation, même si vous prenez la paternité, ça ne nous dérange pas. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont mis de côté tout ce que l'opposition a proposé. Ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu de cette constitution. Donc le peuple, ce qu'il refuse, il ne veut plus qu'un chef lui impose une constitution. Et il veut être acteur, à la fois à travers les partis politiques, à travers la société civile, et même à travers les représentants de ce hirak. Qu'il fasse partie de l'équation, que le peuple fasse partie de l'équation. On ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus gouverner sans le peuple. C'est ça le premier message de cette révolution. Aucun dirigeant ne peut aujourd'hui se permettre et se targuer, même s'il avait une légitimité, de dire « moi, je veux gouverner sans le peuple ». On a vu le résultat, comment gouverner sans le peuple, ça a été le fruit de cette révolution qui dure jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, le peuple, ce qu'il rejette, c'est qu'il dit, même si on doit faire une constitution, il faut qu'elle émane de l'ensemble du peuple. Il faut que les gens participent, il faut que les gens débattent, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens... Et c'est ça le débat démocratique. Et c'est ça la participation citoyenne. Donc m'imposer, moi, ramener des experts, je ne diminue en rien de leur qualité intellectuelle, intrinsèque. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. Ça, mais c'est la démarche politique. Exact. Ça veut dire que tu n'as pas écouté la voix du peuple. Tu veux toujours, toi, président, avec une légitimité entre parenthèses, tu veux imposer une volonté unilatérale à la voix du peuple qui sort depuis un an et qui te dit « je veux être parmi les acteurs dans la rédaction et la conception de la nouvelle architecture institutionnelle de mon pays, parce qu'il s'agit de l'avenir de l'Algérie. » Donc tu fais le contraire. Et c'est pourquoi le peuple dit « ça, j'accepte plus ». Vous voyez, voilà ce qui reste à faire. C'est-à-dire, écouter la voix du peuple. Si vraiment vous l'avez écouté, il faut que le peuple soit partie prenante. Il faut libérer le peuple pour qu'il puisse se rencontrer, débattre et faire des débats dans les médias, partout. Et c'est ça. Et le hirak, lui, doit continuer à sortir. Il doit se mobiliser parce que là, bien au contraire, la mobilisation doit continuer. Je dois juste rendre un hommage à tous les Algériens et les Algériens qui continuent malgré tout à sortir et à se mobiliser tous les vendredis et tous les mardis et à l'étranger tous les dimanches pour les Algériens qui habitent à l'étranger. Ils doivent continuer, mais à côté de cela, nous devons nous organiser pour que tout ce peuple qui sort par millions depuis un an, il faudrait que ce peuple-là soit partie prenante dans le devenir de l'Algérie, dans la conception de l'Algérie nouvelle, dans l'Algérie de demain. L'Algérie a besoin de bâtisseurs. Et si on exclut ce peuple qui sort, il est lui, parmi les bâtisseurs qui ont cassé justement le mur de la honte, qui ont cassé le mur de la peur, qui ont cassé, ils ont tout cassé, qui ont fissuré ce système, qui ont empêché un 5e mandat. Aujourd'hui, quand même, c'est la moindre des choses de leur rendre leur droit d'être acteurs dans l'Algérie nouvelle. Magnifique. Moi, j'aimerais, comme égoïstement, je viens de Montréal, donc très souvent quand on discute entre amis, on dit ok, on sort les dimanches, on sort les samedis, nous on a 2 journées, on sort le samedi et on sort le dimanche. Au début on sortait juste le dimanche, maintenant on a accéléré la cadence quand il y a eu les détentions et tout ça,
Donc on a accéléré la cadence et on est resté dans les samedis et dimanches. Puis je sais d'autres, dans d'autres villes, c'est juste le samedi. Des fois, on se pose la question, est-ce que vraiment est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment un résultat? Là-bas, je sais qu'on essaye de parler à la presse, on essaye on se dit, puis vous allez me corriger si notre pensée est bonne, c'est qu'on se dit, on est un peu les porte-voix de nos compatriotes qui sont en Algérie. Est-ce que cette vision de ce qu'on est en train de faire est vraie? Est-ce que vous voyez vraiment que c'est utile ce qu'on est en train de faire? Et après, j'aimerais savoir de votre part, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce qu'on a toujours avec... Moi, je l'ai vécu ici. Je suis là depuis quelques semaines. Et mardi dernier, bon, il y a eu quelques petites violences. Puis j'ai senti, mince, c'est ça le vrai Hirak. C'est quand tu regardes derrière toi et que tu as peur pour toi-même. C'est ça le vrai Hirak. Alors qu'à Montréal, place du Canada ou devant le consulat, moi, les flics, ils sont là pour nous parce protéger. Que c'est un état de droit. Absolument, pour nous protéger. Ou madame, bonjour. Et puis, on est à l'aise. On appelle ça, le Hirak du dimanche presque. Ouais. Donc, mais mardi, moi, je l'ai senti. Je vous le dis, moi, je l'ai senti. Donc, on se dit, est-ce que vraiment ce qu'on est en train de faire là-bas est utile? Et s'il l'est, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Très bien, excellente question. De toutes les manières, moi, je vous donne ma vision vraiment et mon sentiment à l'égard de tous les Algériens et Algériennes qui résident à l'étranger, pas uniquement qu'au Canada, mais en France, au Royaume-Uni, en Belgique, toutes les capitales, aux États-Unis et tout ça, mais particulièrement au Canada puisque vous venez de là-bas. Moi, je voudrais leur rendre hommage parce que quand même, cette mobilisation extraordinaire a cassé d'abord l'embargo sur l'information parce que beaucoup de gens ne savaient pas au départ. Parce que, rappelez-vous, les premières semaines, il y avait vraiment un blackout sur ce qui se passait en Algérie. Moi, je me rappelle parfaitement quand les débuts, j'ai été interviewée par France 24 sur les trois premières sorties. On me disait quelques dizaines. J'étais obligée à chaque fois. Ensuite, on est devenu quelques centaines. À chaque fois, je corrigeais le journaliste. Je disais, je m'excuse, monsieur, mais c'est pas quelques dizaines, c'est pas quelques centaines. Nous sommes des millions d'Algériens et d'Algériennes sur la route. J'ouvre une parenthèse, excusez-moi, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Cette histoire de blackout médiatique, est-ce que c'était pas spécifiquement certains pays qui faisaient ce blackout? Parce que personnellement, moi j'ai recensé les articles qui sont sortis au Canada. En quelques mois, il y a eu, je crois, j'ai recensé à peu près dans les 115-120 articles de la part de la presse canadienne. Donc, si je parle de la presse canadienne, puis c'est ce qui me concerne, parce que moi je suis là-bas, la presse canadienne a pas mal couvert le Hirak. Oui. Est-ce que ça ne concerne pas certains pays? Je parle de la France, je parle de certains d'autres pays qui, eux, ont fait cette... Il y en a même eu un journaliste canadien qui est venu, qui a fait un reportage. Oui. Donc, est-ce que ce blackout ne concerne pas uniquement certains pays? Non, probablement dans certains pays plus que d'autres. C'est ça. Certainement. Ça, on peut pas, des fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Oui, bien sûr. Je trouve ça important de le dire. Évidemment. Mais moi, je parle en général. Si on va dans le détail, bien évidemment, il y a des différences, c'est complètement déséquilibré. Mais moi, je vous parle parce qu'au départ, quand je compare, par exemple, maintenant, les manifestations qui se sont passées au Liban, eh ben c'est juste hallucinant. Comment ça parle sur toutes les chaînes. Et depuis le premier jour, ce qui n'était pas le cas pour nous en Algérie. Il a fallu que nous, on se déplace, qu'on aille sur des plateaux, qu'on aille... Moi, par exemple, j'ai eu la télévision, je crois, et même la radio canadienne. Je suis passée, ils m'ont interviewée au début des manifestations, au début de la Révolution. Je me rappelle, si, je suis passée, plusieurs fois même. Je pense minimum 3 fois. Donc, je suis déjà passée. Mais je parle qu'au départ, on n'a pas voulu mettre en exergue parce que les gens ne croyaient pas. C'est ça. Et par la suite, bien évidemment, quand ça s'est installé dans le temps,
et dans l'espace, et que notre diaspora a fait un travail exceptionnel. Parce que d'abord, ils ont cassé justement, ne serait-ce que par rapport aux concitoyens, dans le pays où ils habitent. Les gens peut-être ne s'intéressent pas particulièrement à l'Algérie, dans certaines contrées. Et donc le fait que des Algériens sortent et qu'ils manifestent et qu'ils lèvent le voile sur cet embargo médiatique, c'était important pour nous. En plus, quand les Algériens sortent, les services politiques, sécuritaires font leur rapport, ils font leur BRQ, comme quoi les Algériens sortent d'ici pour soutenir la révolution algérienne. C'était important que ça arrive aux politiques de ces pays-là. C'est important. Donc, en plus, quand vous avez des pays où nous avons une forte communauté, comme ce qui est le cas en France, c'est quand même 5 millions, voire plus, d'Algériens et d'Algériennes qui vivent là-bas. Donc c'est important, c'est un poids important. Et puis, on a même des Algériens qui sont binationaux, qui sont même dans certaines assemblées élues, qu'elles soient locales ou même le Parlement. Donc c'est important d'expliquer à ces gens-là, par nos compatriotes qui habitent là-bas. C'était très bien pour sensibiliser, parce que notre devoir en tant qu'Algériens, et les Algériens de la diaspora, c'est d'expliquer réellement ce qui se passe en Algérie. Parce que souvent, au départ, on leur a dit non, c'est quelques personnes, parce que les médias ici, chez nous, au départ, c'était le blackout aussi. Les médias publics et certains médias privés ne voulaient pas couvrir ce qui se passait en Algérie. Et même quand ils couvraient, ils minimisaient. Alors que la révolution est une révolution de toute l'Algérie. Il n'y a pas une seule wilaya où il n'y a pas eu des Algériens qui sont sortis, qui continuent à sortir. Donc ça, c'était important. Donc le rôle des Algériens résidant à l'étranger a été d'un apport extraordinaire pour nous, Algériens qui vivons en Algérie, parce que ça nous donnait de la force, d'abord de sentir que nos compatriotes qui habitent ailleurs se sentent aussi concernés que nous, et en plus qu'ils soutiennent cette révolution, qu'ils se mobilisent d'une manière permanente avec nous. Donc c'était à la fois moralement, ça nous boostait, mais en plus on savait que notre voix quand même pouvait arriver. Maintenant, est-ce que c'est suffisant par rapport à cela? Non, certainement que ce n'est pas suffisant. Parce que comme je vous ai dit, la mobilisation citoyenne doit continuer pour maintenir la pression sur le pouvoir en place, mais en plus, si on doit parler du changement dans la durée, du changement réel qui doit toucher l'ensemble des citoyens, l'engagement de tous les citoyens, là, on a besoin que toute cette diaspora s'engage pour le changement en Algérie. Comment? D'abord, ils s'engagent politiquement, parce que jusqu'alors, la politique était considérée comme n'importe quoi, à juste titre. Les raisons sont multiples de cette perversion de la pratique politique, mais enfin, ce n'est pas le sujet, on ne va pas s'étaler sur cela. Par contre, aujourd'hui, nous avons une chance inouïe, c'est que le peuple est sorti et aujourd'hui, il se sent engagé, il se sent mobilisé. L'Algérien aujourd'hui, tous les Algériens achètent la Constitution. Ils lisent la Constitution, ils s'intéressent. C'est énorme. Moi, j'ai vu des jeunes hommes. Ben voilà. Et ben les libraires, vous allez chez les libraires, ils vont vous dire il y a épuisement, oui, du stock de la Constitution. C'est exceptionnel. Donc c'est très bien. Maintenant, notre diaspora qui habite à l'étranger, elle a la chance plus que ceux qui habitent ici, parce qu'elle a la possibilité de s'organiser, de se rencontrer sans aucune contrainte. En plus, on a besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, de bâtisseurs aujourd'hui pour l'Algérie. Et notre élite qui réside à l'étranger a une double responsabilité. Elle doit s'engager politiquement pour encadrer et être tout le temps avec nous, s'engager politiquement comme ils veulent. Il y a des partis jeunes, il y en a beaucoup qui avons toujours été dans le rejet de ce système, qui avons toujours lutté pour l'état de droit. Ils peuvent rejoindre les partis qu'ils veulent. Je n'ai pas besoin de leur indiquer. Je respecte leur intelligence et leur choix. Donc ils peuvent rejoindre des partis qui n'ont jamais été dans le gouvernement, qui n'ont jamais
qui n'ont pas de responsabilité établie Ou en dans créer l'échec. d'autres, Ou en créer c'est d'autres, ça. pourquoi pas. C'est pas Mais en tout exact, cas, c'est pas voilà, fermé à- en tout cas, il faut qu'ils s'engagent. La deuxième des choses, c'est qu'on aura besoin d'eux dans le cadre justement de construire ce pays dans l'économie du savoir, dans l'ouverture de nos universités et les jumelages des universités, dans la création des laboratoires, dans les nouvelles technologies, dans l'économie intelligente, aujourd'hui l'intelligence artificielle, dans l'environnement, dans les nouvelles énergies. Ce sont des chantiers énormes qui nous attendent. Et là, le rapport va être un apport très, très, très important. À mon avis, pour moi, je compte beaucoup, en tout cas en tant que présidente de l'UCP, je compte beaucoup sur notre élite établie à l'étranger et qui a la compétence qu'il faut, qui doit nous aider justement à créer les startups, qui doit nous aider à créer des laboratoires, qui doit nous aider à ouvrir les universités, à faire des jumelages. Tout ça, c'est ça qui fera demain la fierté de cette révolution. C'est ça qui fera la fierté de cette révolution et c'est ça qui permettra à l'Algérie de devenir un pays développé et pas autre chose. Donc là, on les attend et on les attend avec fermeté qu'ils soient justement aux côtés de l'Algérie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet comment je dirais ça, de participation de la diaspora ou de la communauté algérienne à l'étranger dans la politique interne du pays dans lequel elle est? Parce que ça peut être aussi un contrepoids ou une... Bien évidemment. évidemment. Quand on a par exemple, les députés qui sont en France, ils ont quand même pu agir, mais c'est ça, moi Oui, bien évidemment. Je trouve qu'il y a deux domaines dans lesquels, en tout cas au Canada, je le constate, les Algériens ne s'impliquent pas beaucoup. Mais bien évidemment. Communication et la politique. Absolument. Alors, ça, La est-ce que communication, ça peut, mais évidemment, la communication, quand j'ai vu les Algériens au Canada qui ont écrit au ministre des Finances pour justement dénoncer les transferts illicites d'argent, il y a eu une pétition. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées voilà. au Premier ministre. Mais c'est énorme ça, oui, vous ne pouvez pas imaginer, les Algériens ont besoin cette voie-là, cette courroie de transmission entre nous les Algériens qui sommes ici et vous qui êtes là-bas et qui pourrez justement aider les Algériens à récupérer un peu de son argent qui a été dilapidé, qui a été vraiment transféré illicitement à l'étranger. Bien sûr qu'on compte sur eux, mais bien sûr aussi pour faire pression sur les politiques des pays où vous habitez pour dire que vous avez un grand intérêt et tout intérêt à voir l'Algérie dotée de dirigeants politiques honnêtes et vous allez pouvoir gagner de l'argent, mais gagner de l'argent honnêtement, sans corruption, sans pot de vin, mais avec un pouvoir qui travaille dans l'intérêt de sa population parce que la stabilité de l'Europe, il va de la stabilité de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie doit être un pays de stabilité et de par sa présence géostratégique qui est un don du ciel, on doit impérativement l'utiliser par rapport aux politiques dans les pays où les Algériens existent, comme le Canada, comme la France, comme le Royaume-Uni, comme la Belgique, comme les États-Unis. Et ils doivent justement convaincre les politiques de ces pays-là qu'ils ont un grand intérêt à collaborer, à aider les Algériens à réussir ce passage d'un pays opaque à un pays transparent, d'un pays corrompu à un pays honnête, d'un pays où il n'y a pas de visibilité, où il n'y a pas de justice indépendante, vers un pays où la justice est là pour dire le droit, rien que le droit, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit, mais aussi de dire aux gens, venez nous aider en tant que pays ami à développer l'Algérie, mais vous allez gagner de l'argent honnêtement, mais vous allez aussi avoir affaire à des politiques transparentes, des politiques responsables, mais des politiques aussi qui travaillent dans l'intérêt de leur peuple et qui va stopper justement cette immigration vers vos pays. Donc ça, c'est très important à expliquer. Il n'y a que vous qui êtes établis à l'étranger pour être cette courroie de transmission que nous avons une chance inouïe
que nous avons un pays qui a tous les moyens de devenir un pays puissance et que les pays qui voudraient justement apporter leur aide dans le transfert de la technologie, le savoir, dans la construction d'une économie du savoir, eh bien, ils seront les bienvenus et ils gagneront de l'argent, mais de l'argent honnête. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais juste... J'ai usé de votre gentillesse. Oui, j'ai une réunion qui m'attend. Voilà. Donc je vais clôturer, mais moi je répète souvent avec les émissions qu'on fait, justement, c'est Ras Al Khaït, ça s'appelle Ras Al Khaït. Oui. Avec des amis, on se rencontre régulièrement et on discute comme ça à bâton rompu. Oui. Et on a lancé une petite émission, puis on s'amuse. C'est génial. Voilà, en plus, Ras Al Khaït, ça a une signification culturelle chez nous très importante. يقول لك معليش راح كل جمزه تنكيت براس الخيط في يدي. Voilà. C'est génial. Non, on l'a. Oui, on l'a. Chaque soir, on débat pour essayer de le retrouver. Oui. Et une des choses que je répète souvent avec mes amis, c'est que je leur dis, à mon sens, actuellement, il est très important que toutes les forces vives du pays se rencontrent, toutes tendances confondues. Tout à fait. Toute idéologie confondue. C'est-à-dire que les chefs de parti doivent absolument baisser de leur égoïsme et se mettre ensemble, tous ensemble. Les militants doivent entourer ces partis-là. Et le peuple, les gens qui ne se sont jamais engagés en politique, le fassent aussi. Donc, et je parle vraiment de toutes les idéologies qui existent en Algérie, toutes les tendances confondues, à mon sens, devraient se mettre autour de la table pour avancer et puis présenter quelque chose, puis briser ce blocus qu'on a et avancer ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai l'habitude de dire? C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi je dis une chose très simple, c'est que l'Algérie est assez grande pour contenir tous ses enfants. Exact. Quel que soit, c'est comme une maman. Est-ce qu'une maman, elle va choisir si elle a un enfant qui n'a pas réussi ou qui a des problèmes, elle va le jeter, elle va le nier et dire tu n'es pas mon enfant? Non. L'Algérie doit pouvoir contenir tous les Algériens, quelle que soit leur obédience politique, quels que soient leurs avis, quelles que soient leurs convictions. Et c'est pourquoi nous, on parle de l'état de droit. Il n'y a que l'état de droit qui puisse garantir cela à tous les Algériens. Chaque Algérien et Algérienne a sa place dans son pays. À sa place, il a le droit de s'exprimer. Il a le droit, pour peu qu'il n'utilise pas ni la violence, ni l'insulte, ni l'injure, ni la délation, ni la violence. Voilà, ça, ce sont des systèmes qu'on doit impérativement supprimer de notre je paysage. Suis heureuse parce que je les embêtais en arrivant, je vais leur dire, voilà, c'est la même chose que moi. Oui, absolument. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, à travers l'expérience que nous avons vécue, je pense que l'Algérie, aujourd'hui, a besoin de construire d'abord un État fort. Tout à fait. Elle a besoin aussi de construire la sécurité nationale. Mais il s'appelle l'amn al-qawmi. Ou l'amn al-qawmi, il passe par que chaque Algérien puisse vivre dignement dans son pays, mais librement. Et aucun Algérien ne doit être inquiété dans son pays. Surtout. Ne doit pas être inquiété, quelles que soient ses convictions, qu'il soit croyant, non-croyant, musulman, non-musulman, quel que soit. Il doit se sentir en sécurité. C'est ça d'abord la valeur de l'islam. C'est justement la tolérance. On doit nous accepter, on n'a pas d'autre choix. La deuxième des choses, c'est que à travers notre expérience, on a vu que l'idéologie, elle n'a fait que des drames dans notre pays. Qu'est-ce que l'idéologie? Chacun est libre. Moi, je ne suis pas là pour être la conscience des gens. Je suis là, par contre, en tant que politique, de proposer un projet viable pour les Algériens, qui puisse leur garantir de vivre dignement chez eux, de bien s'instruire, de bien se soigner, d'habiter dignement, de pouvoir avoir de la culture dans toutes les régions de l'Algérie, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir initier librement, de pouvoir investir librement, de pouvoir voyager librement sans être inquiété. C'est ça le rôle des politiques. Ce n'est pas mon rôle de rentrer dans la foi des gens. Ce n'est pas mon rôle de rentrer dans le cœur des gens. Ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est une mission divine et nous sommes des êtres humains. Donc aujourd'hui, l'Algérie est pour l'ensemble. Et moi, je le dis à chaque fois. Tout Algérien a le droit d'exister, quelles que soient ses idées. Mais on doit se respecter. On doit
s'accepter les uns les autres et on doit débattre des questions qui intéressent les Algériens. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'être développée. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de construire une économie en dehors des hydrocarbures. C'est ça notre challenge. Notre challenge aujourd'hui, c'est d'assurer notre sécurité alimentaire, d'assurer notre sécurité scientifique, d'assurer notre sécurité on va dire même notre sécurité de tout notre territoire. Et ça, on a besoin de tous les Algériens. Chaque Algérien est l'ambassadeur de son pays. Chaque Algérien est le policier de son pays. Quand vous voyez sous d'autres cieux, est-ce que vous rencontrez des policiers tous les jours? Vous ne les rencontrez pas. Et pourtant, chaque citoyen, s'il vous voit, vous ou moi, arriver dans un quartier, que vous êtes un étranger, il prend le téléphone et il appelle la police. Et c'est ça la citoyenneté. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on doit réaliser ensemble. Et non pas regarder comment chaque Algérien, on doit réfléchir tous les mêmes. La diversité, c'est un enrichissement pour nous. Et ça ne doit pas être un frein ou alors un élément disons, de division. Aujourd'hui, ce peuple a prouvé, en tout cas, à travers cette révolution, c'est un peuple uni, que c'est un peuple mature. Et que c'est un peuple qui veut vivre justement son siècle. C'est le 21e siècle. Ce peuple a envie d'avoir des transports en commun les plus modernes. Ce peuple a envie d'avoir des campus modernes où l'université, on peut organiser des débats politiques sans être inquiété, sans avoir des flics qui nous surveillent. On peut organiser même un gala où les étudiants ne sont pas menacés, où personne ne peut les maltraiter. C'est ça dont les Algériens rêvent aujourd'hui en Algérie. Rêver aujourd'hui. C'est vrai, Oui, il faut oui, avoir exact, un rêve. exact. Et aujourd'hui, le peuple qui aussi. sort depuis un an, justement, il sort pour un rêve collectif. C'est ce rêve-là. Et les Algériens ont envie de rester chez eux. Ils ont envie de vivre en Algérie. On a un pays magnifique, on a un pays splendide, des espaces, on a une multitude, on a un continent dans un pays. Beaucoup d'Algériens ne connaissent pas encore toutes les régions de leur pays, mais il faut les développer. Moi, je suis partisane de cette vision et tous les Algériens, moi, je les aime, je les accepte comme ils sont, mais à condition, il faudrait qu'on apprenne ensemble. Et là, on doit s'entraider, se donner la main pour vivre ensemble, nous respecter les uns et les autres et ne pas considérer quelqu'un qui pense pas comme nous, comme un ennemi ou comme un adversaire. On doit le considérer tout simplement comme un frère, mais qui est différent. Même entre frères et sœurs, nous sommes différents. Et c'est ça, cette diversité qu'on doit accepter, qu'on doit intégrer dans notre comportement, surtout politique. Voilà. Merci beaucoup, Madame Assoul. Merci à vous. Vraiment, je suis honorée d'avoir pu vous rencontrer. Avec plaisir, toujours. Vraiment, vous êtes très inspirante et je suis sûre que tous ceux qui nous ont vus ont vu ça en vous. Alors, je tiens à vous remercier. Je vous souhaite bonne chance parce que vous merci continuez. beaucoup à nous toutes. Au revoir à tous. Et puis, à la prochaine, peut-être à Montréal, je viendrai avec grand plaisir rencontrer toute notre communauté résidant à Montréal. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.